Bonjour Thierry. Bonjour Bénédicte. Ça va bien? Très bien, et toi? Bien. Alors ici nous sommes sur la forêt de Falampin. Tout à fait. Une forêt avec plusieurs fonctions. Oui, comme toutes les forêts de France, hein, c'est-à-dire qu'on a 3 fonctions principales. La fonction production de bois, c'est important, hein, on l'oublie souvent, mais une forêt, avant d'être un parc qui accueille du public, c'est d'abord un endroit où on va cultiver le bois que nous utilisons pour nos maisons. Et puis ensuite, eh bien, il y a un rôle de protection. C'est vrai que la biodiversité, on en parle beaucoup. Ici, on a un espace qui est préservé. Et puis bien sûr, l'accueil du public. D'accord. On peut aller se promener un petit peu en forêt? Tout à fait. Allons-y. Alors Thierry, là on voit bien qu'on est sur l'exploitation forestière. Il y a les arbres coupés, il y a des jeunes plantations. Comment ça se passe en fait cette gestion? La forêt est gérée par l'Office national des forêts. Donc le forestier s'occupe des coupes, des plantations. C'est un travail sur le long terme et c'est important parce qu'il faut que ce soit cohérent. On ne fait pas n'importe quoi. C'est étudié, ce sont des spécialistes de la forêt qui décident le moment opportun de la récolte, c'est-à-dire là où on va couper le bois, qui résulte d'un travail sur 120 ans par exemple pour les chênes. On a différentes essences, du chêne, du hêtre, de l'érable, du merisier, du bouleau. Le forestier s'arrange toujours lorsque des arbres ont été coupés pour que la forêt se réinstalle. C'est très important. Et donc il y a 2 solutions. Soit la régénération naturelle, on laisse faire la nature, les graines qui tombent sur le sol vont germer et donner de nouveaux arbres. Soit on va replanter artificiellement en choisissant un certain nombre d'essences. Alors là Thierry, on voit bien qu'on est sur un sol plus stable, plus travaillé par rapport à tout à l'heure. Il y a des activités de loisirs. Oui, tout à fait. La forêt attire tous les amateurs de nature, les sportifs, que ce soit les joggeurs, les vététistes, et puis les familles, bien sûr. Donc là, on peut pratiquer quel type de balade en forêt de Falampin? Alors, en forêt de Falampin, il y a un certain nombre de sentiers qui ont été balisés, qui ont été créés. Donc, on a en tout 21 km de sentiers pédestres, 12 km de sentiers équestres, et puis on a également 3 sentiers VTT qui ont été balisés et qui donc permettent aux amateurs de profiter de cet espace de nature. Bon Thierry, un grand merci pour cette C'était belle avec découverte. plaisir. Et puis j'espère à bientôt. Entendu. Au revoir. Salut Bénédicte. Bonjour Roland. Bonjour Bénédicte. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis venue à votre rencontre parce qu'on m'a dit que vous étiez la personne idéale pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la marque. Oui, effectivement. Alors, il y a la source, parce que là on est à Envelin. Oui, on est à Envelin. Alors la source, elle est située donc à la limite de Mont-Saint-Pével et Tumeries, au lieu-dit La Pétrie. Et la source se situe à 54 mètres d'altitude. Alors au départ, il n'y a que quelques résurgences d'eau. On ne voit pas vraiment une source jaillir et ces quelques résurgences se rejoignent un peu plus loin pour former le début de la marque. Elle fait combien de kilomètres cette marque? Alors, son parcours de la marque, c'est 38 km et elle se jette dans l'Adole à Marquette. C'est un cours d'eau non domanial, c'est-à-dire que la moitié du lit et les berges appartiennent aux propriétaires riverains. Alors Roland, quel est le profil de la marque? Alors, la marque, on peut la découper en 2 parties. La marque amont, qui va de Mont-Saint-Pével jusqu'à Envelin, où là il y a une pente relativement importante, et une partie aval, à partir d'Envelin, Fretin,
où on retrouve maintenant toute la zone de marais, où là la pente, où pratiquement il n'y a plus de pente jusque la confluence avec la Deule. Bon, Roland, un grand merci. Mais de rien. C'était très intéressant toutes ces explications. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur une autre randonnée. Ou... Si tu as besoin d'autres renseignements, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Merci, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Bruno. Bonjour Bénédicte. Ça va bien? Ah ouais, très bien. Puis Merci le de nous soleil est accueillir. au rendez-vous. Alors Bruno, j'ai comme l'impression que les bâtiments ont connu une évolution en fait au niveau de l'entreprise. Ah oui, c'est sûr que quand on regarde l'ensemble de ces bâtiments, on a l'impression que ça forme une unité et que ça a toujours été comme ça. En fait, pas tout à fait. En 1806, quand on s'installe ici, c'est, vous imaginez, un corps de ferme, voire un petit deuxième, une sorte de ferme, une arrière-cour de ferme. Il y avait encore des vaches et des bœufs dans il y a une grande étable au milieu de la cour. Là, c'était la grande étable avec toutes les écuries. Et ce bâtiment-là était finalement le premier laboratoire. Et puis ici, ce bâtiment, c'est un bâtiment administratif, les premiers bureaux de l'entreprise. Et donc, on avait vraiment ici une cour de ferme. Et donc, toute cette exploitation agricole n'a fait que grossir. Et on a acquis petit à petit des exploitations autour. Cette ferme, finalement, va évoluer dans notre métier qui est celui de semencier. Et on va commencer à faire de la recherche en 1860. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux monuments qui restent de cette époque et qui est l'un des plus vieux laboratoires d'amélioration des plantes du monde où on sélectionnait les betteraves. Alors Bruno, l'entreprise Florimond-Després fait quoi exactement comme activité? Parce que là, je vois qu'on est dans une serre. Ah oui, alors l'activité principale de la maison Florimond-Després, c'est la recherche, l'innovation. En fait, on a trois métiers. On produit de la semence, on la commercialise, mais la vérité, c'est qu'on fait beaucoup de recherches pour en faire des nouvelles variétés. Alors, c'est un métier qui est extrêmement long. Vous voulez une nouvelle variété, adaptée à la PVL, bien entendu, qui fasse du bon pain, etc. On va mettre classiquement 10-12 ans avant de la faire, entre le moment où on va croiser une variété qui fait du bon pain avec une variété adaptée mais qui ne fait pas de bon pain, qui résiste aux maladies, qui a moins besoin d'engrais et tout. On va les croiser, on va choisir dans les descendants. Et le challenge, c'est de faire ce marathon qui arrive à une nouveauté fixée qu'on va pouvoir vendre à l'agriculteur. Et on a des laboratoires, on a des serres. Et ici, le challenge, c'est justement de raccourcir ce marathon. Alors Bruno, quelles semences travaillez-vous aujourd'hui? Alors toute cette recherche, toute notre activité se concentre sur à peu près une dizaine d'espèces de grandes cultures, des céréales. On a un deuxième plan qui est les betteraves, qui est quand même l'activité principale, c'est celle à l'origine de la société. Et puis chicorée industrielle, qui est une plante purement locale, il faut quand même aussi être un peu inscrit dans notre régionalité. Et puis un troisième pan qui est la pomme de terre, qui est assez récente en fait, qui est ancienne, qu'on avait arrêtée et qu'on recommence depuis quelques années, où là on est situé plutôt dans l'ouest de la France. Alors Bruno, ici nous sommes dans un laboratoire. On est passé de la serre au laboratoire. Quels sont vos défis en fait? Là, je vois qu'il y a plein de grosses machines. Oui, vous avez des outils toujours un peu impressionnants. D'abord des collaborateurs. Il faut des experts pour faire fonctionner tous ces outils. Je vous l'ai dit, on a un métier lent, il faut prédire l'avenir. Et donc il faut être prêt à avoir des outils comme ceux-là qui nous permettent de prédire. On va améliorer les produits de départ, c'est-à-dire qu'on va choisir dans la variabilité ceux qui sont les plus nourrissants pour vous et dans le bon sens du terme, et on va répondre à toutes ces réglementations et ces besoins de la société actuelle. Bruno, un grand merci pour la visite. Merci Bénédicte, c'était un plaisir et bonnes vacances, bonne saison estivale. Merci, à Au revoir, bientôt, au revoir. La dernière étape de notre découverte de la Pévèle Carambeau nous ramène aux sources de l'agriculture locale. Dans la commune de Templeuve-en-Pévèle, le moulin de Vertin est le dernier vestige de l'agriculture médiévale.
La première trace de son existence est recensée en 1328. Bonjour Thierry, Oui, bonjour. ça va bien? Ça va très bien. Je suis venue voir le moulin de Vertin. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce beau moulin. C'est un moulin unique en France et même en Europe. Unique de par sa particularité, tout repose sur le pivot central. C'est-à-dire que le meunier qui travaillait ici travaillait seul. Et en appuyant sur la queue du moulin que l'on voit ici, pour mettre les ailes face au vent, l'ensemble du moulin intérieur tourne. C'est-à-dire que les étages, premier étage, deuxième étage, plus le rouet, le grand rouet, les ailes, tout tourne. Et en poussant sur la queue du moulin, on pousse 40 tonnes. Alors Thierry, est-ce qu'on peut essayer de nous le pousser aujourd'hui? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Moi je vous suis. Hein. Bon, il suffit d'appuyer sur ce qu'on appelle la queue du moulin, voilà. D'accord. C'est au pied de ce colosse de briques que prend fin notre voyage au sein de ce territoire où, depuis des siècles, les hommes vivent au rythme de leur terre.